Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le vendredi 28 septembre 2018. Bienvenue. Alors bonjour à vous Edgy, heureux de finir cette semaine avec vous. Eh bien, écoutez, plaisir partagé. Mon cher Edgy, bonjour à vous Raymond, j'espère que vous allez bien. Brice que je salue également. Alors comme vous avez pu le constater hier soir, nous avons eu donc cette fameuse réunion entre les ministres, du gouvernement italien qui a abouti finalement à des prévisions, de déficit du budget à 2,4% du PIB. Donc, comme finalement ce qu'exigeait le, euh, la tête du gouvernement italien, donc le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord. Je vous rappelle, le ministre de l'économie italien qui a été élu par le président de la République italienne, président de la République pardon italienne, qui est sans étiquette politique, qui est ni du mouvement 5 étoiles, ni de la Ligue du Nord, et qui, voilà, depuis, se veut un petit peu, comment dire, le, pas le pro-européen, mais qui respecte qui souhaite respecter les normes de Bruxelles et qui donc tablait depuis le début de la semaine, en tout cas c'est ce qui a été relayé par les médias, sur un déficit de 1,6% du PIB. 1,6% du PIB, donc c'est 2,4% sont bien plus que voilà ce qui avait été annoncé par les différents médias italiens. Il y a la version pour le risque, enfin la version pour les marchés européens. On va le voir dans un petit instant, mais les marchés actions, bon, ils sont en baisse. Marché obligataire italien, voilà, il est vraiment très baissier. C'est le marché qui est le plus sous pression suite à cette annonce. Forcément, ça va avant tout impacter l'Italie et avant tout le marché obligataire italien. Donc voilà, les rendements en Italie grimpent énormément, grimpent rapidement. À l'inverse, le Bund, qui est un actif refuge, eh bien, est acheté. Donc ça creuse encore plus l'écart entre le spread, entre le BTP et le Bund. Voilà, ce spread prend plus de 20 points de base ce matin. L'euro, la réaction elle a déjà été baissière hier soir, donc pas beaucoup de réactions ce matin. Mais par contre, voilà, la réaction baissière est attendue sur les actifs, sur les marchés actions. Alors, on va commencer tout de suite par l'avertissement légal sur le risque avant d'aller plus loin dans ce webinaire. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Donc, comme je vous l'ai dit, on a le gouvernement italien qui s'est accordé sur une prévision du déficit de 2,4% du PIB sur les 3 prochaines années, ce qui est le triple de l'objectif qui était fixé par le précédent gouvernement, alors que le ministre de l'économie plaidait pour un déficit ne dépassant pas 1,6%. Giovanni Tria a indiqué qu'il va rester en tant que ministre de l'économie pour éviter le chaos. Donc voilà, ça c'est, on va dire, une bonne nouvelle. Enfin, c'est la bonne nouvelle parmi ce qu'on entend depuis hier. Donc voilà, cette annonce a été est ressorti ce matin. Concernant la macro américaine, donc hier, PIB américain qui est ressorti, qui a été confirmé à 4,2% au second trimestre sur un rythme annualisé, donc un taux extrêmement important, bien plus que ce que prévoit la Fed. On l'a vu avec les dot plots en même temps que les dot plots, pardon, mercredi soir. Les commandes de biens durables ont progressé de 4,5% en août. Alors excusez-moi pour la petite faute ici. Donc les commandes de biens durables ont progressé de 4,5% en août. Les promesses de vente au logement aux États-Unis ont baissé plus que prévu, faute de logements disponibles sur le marché. Donc une macro américaine qui est bonne. Concernant l'ALENA, alors on a Steven Mnuchin qui a exprimé l'espoir qu'un accord était possible au Canada, mais a assuré que le Congrès était prêt à approuver l'accord avec le Mexique seul. Donc en fait un accord bilatéral États-Unis-Mexique au lieu d'un accord trilatéral Canada, États-Unis, Mexique. Sur le plan macro, au Japon, on a le taux de chômage qui a légèrement reculé à 2,4% en août, tandis que la production industrielle a certes augmenté, mais beaucoup moins que prévu. Le yen qui était baissier jusqu'à il y a une heure en raison de voilà, c'est ce chiffre macro, ce dernier qui est un petit peu décevant, bien que le taux de chômage soit une bonne chose, mais bon, quand on a un taux de chômage qui est déjà extrêmement faible, c'est pas ça qui va impacter la psychologie des investisseurs, vous voyez. Donc c'est surtout la production industrielle qui avait un petit peu impacté la psychologie des investisseurs cette nuit. Mais voilà, il semblerait que depuis une heure, le yen est à nouveau acheté, probablement en raison de ces incertitudes en Italie. Et, et donc finalement, le yen progresse.
En Allemagne, alors hier, on a les prix à consommation qui ont monté à leur rythme le plus élevé en 7 ans, à 2,2% sur un rythme annuel en septembre. Ce matin, nous avons l'IPC de la zone euro qui sera publié. Et enfin, pour Tesla, on a selon des documents rendus publics par un tribunal fédéral de New York, la SEC qui engagerait des poursuites contre Elon Musk pour fraude suite à ses tweets faux et trompeurs du mois dernier sur un possible rachat du groupe suivi d'un retrait de la cote. Donc on a eu l'action Tesla qui a plongé hier, il me semble 12%, quelque chose comme cela. Voilà, donc alors que c'est quand même une grosse cap, hein. Tesla, c'est 50 milliards de dollars, hein, de capitalisation boursière. Normalement, ces genres d'entreprise, c'est pas aussi volatile, hein. Plus il y a une capitalisation boursière importante, moins il y a de volatilité en général. Je parle bien en général. Or Tesla, ça se trade un petit peu, pas comme une small cap, mais on peut dire que c'est pas. L'action Tesla n'a pas un comportement d'une large cap. Concernant en résumé la science américaine des asiatiques, donc DXY en hausse hier, hein, soutenu, alors pas réellement par la Fed, hein, mais surtout sur ses craintes en Italie. Et si on regarde le DXY, c'est surtout en fin de journée qu'il a bondi, hein, ce dollar. Dow Jones, S&P, Nasdaq dans le vert. Encore une fois, le Nasdaq qui surperforme. Le Russell 2000 qui a clôturé dans le rouge. Ce matin, on a le rendement du 10 ans américain qui se stabilise, 3,04. Il est acheté, hein, ce marché obligataire américain suite à la Fed et suite à ce budget italien. Budget italien, quinquet avec les investisseurs, aversion pour le risque, Bund acheté, l'obligation américaine, le T-note, les T-bonds, dans une plus faible mesure, bien évidemment, sont également achetés. Vous voyez que le rendement du 10 ans américain perd un point de base. Si vous regardez le rendement du Bund, il chute. Ça veut dire que le marché obligataire allemand est acheté. Le yen à l'équilibre, comme je vous l'ai dit, hein, il était dans le rouge, hein, quand je me suis connecté ce matin, il y a de cela 1 heure et demie. Donc il était dans le rouge et maintenant, vous voyez qu'il est à l'équilibre. Le gold dans le rouge, puisqu'on a une hausse, hein, du dollar. Faut pas se dire que parce qu'on a l'averse pour risque, alors le gold va être haussier, et parce qu'on a de l'appétit, le gold va être baissier. On voit que depuis finalement le début de la guerre commerciale, on va dire depuis le début de l'année, le gold est beaucoup plus euh, corrélé au dollar que la psychologie des investisseurs. Donc le gold, c'est le dollar inversé. Nikkei dans le vert, le Nikkei qui surperforme les marchés asiatiques, et le Shanghai Composite qui inscrit une nouvelle séance de hausse. Le Shanghai Composite qui est en hausse de 7% par rapport à ses plus bas du mois. Calendrier économique, comme je vous l'ai dit, donc 11h IPC la zone euro, ce sera l'annonce de la journée. Juste avant 9h55, taux de chômage allemand. Voilà, vous voyez qu'on attend, le consensus stable sur un taux de chômage inchangé, donc ça ne devrait pas être un catalyseur, enfin un facteur de volatilité, à part si on a une bonne surprise ou une mauvaise. Voilà, comme vous savez, c'est le consensus, hein, c'est le chiffre qui est publié selon le consensus qui va créer une volatilité. S'il diffère, s'il y a une disparité, ouais, ce fameux mot disparity index, hein, s'il y a une disparité entre le consensus et le réel, eh bien là, il y a une volatilité. Mais s'il n'y a pas de disparité, il y a une volatilité qui est très 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 faible. 14h30, ensuite, ça sera le PIB du Canada et enfin dépenses de consommation, vous voyez, de référence des ménages aux États-Unis. Bon, ça va pas non plus être très très important. Alors, le 10 ans italien, 3%. 3% ce 10 ans italien, alors que vous savez le Bund est très très bas. Donc là, on a un super outil de TradingView, des marchés des obligations, et on a le rendement vous voyez, là c'est en Europe, hein, donc on a le rendement de toutes les à court terme, à moyen, à long terme de chaque pays. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Italie. Donc le 2 ans, il prend 23 points de base. Le 5 ans, il en prend 23 également. Le 10 ans en prend 18. À l'inverse, l'Allemand, regardez le 10 ans, il perd 2,8 points de base. Alors, par rapport au 10 ans US, ce n'est que le double en valeur absolue, enfin que le triple, pardon, puisque le T-Note, je vous rappelle, il perd 1 point de base ce matin, alors que vous voyez, le Bund, il perd 2,8. Il perd 2,8. Donc on pourrait se dire, bon, ce n'est que 2 points de plus, sauf que par rapport en pourcentage, en relatif, si on compare de façon relative cette baisse, eh bien le 10 ans allemand perd 5,36, le 10 ans
italien prend 6,29%. Et si on regarde donc aux États-Unis, il en perd que 0,41. Donc vous voyez que le marché obligataire allemand est payé. Si on a un rendement qui baisse, c'est-à-dire que le marché obligataire est payé. Pareil pour le français, regardez. Le français, le rendement qui perd un peu plus d'un point de base, donc moins 1,93% par rapport à la veille, et c'est-à-dire qu'il est acheté, ce marché obligataire français. Alors que celui en Espagne, pareil, il est vendu. Ça serait bien de regarder celui portugais, parce que voilà, on pourrait conclure que l'Italie n'a pas, a surtout un impact sur l'Europe du Sud. Pour raviver, vous savez, ces craintes, hein, ces fameuses craintes qu'on a eues à la crise européenne 2011-2012 sur la dette. Donc Portugal, le 10 ans, il est en hausse également. Donc vous voyez, en fait, on a la situation en Italie provoque ce matin une vente du marché obligataire, pas seulement d'Italie, mais de l'Europe du Sud. Donc Portugal, Espagne, Italie. On regarde la Grèce, Grèce 10 ans, voilà, il a l'équilibre, hein. Il a l'équilibre ce grec. Mais donc voilà, Portugal vendu, Espagne vendu, Italie bien évidemment vendu, alors que voilà, le français il est acheté et l'allemand il est acheté. Donc voilà, on a du coup une réaction, comment dire, qui n'est pas convergente de la part des investisseurs, et donc ce spread, vous savez ce fameux spread que nous regardons depuis maintenant pas mal de temps, il prend 24 points de base, comme vous pouvez le constater. Bon, il n'y a rien d'inquiétant dans ce spread. Il est haussier, c'est normal parce que on a une annonce qui, voilà, encore une fois d'un point de vue disparité, eh bien, c'est pas du tout attendu, enfin pas du tout attendu. C'est pas non plus quelque chose qui n'a pas été qu'on n'a pas entendu sur dans les médias, ce fameux 2,4%. Mais voilà, si on tranchait, si on coupait la poire en deux entre ce que souhaitait le ministre de l'économie 1,6% et ce que souhaitait justement ce gouvernement de coalition 2,4, si on coupait la poire en deux, ça faisait 2%. Or, on n'a pas, il y a eu aucun, vous voyez, il semblerait que le ministre de l'économie a été impuissant. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a cette réaction particulièrement haussière sur ce rendement, enfin le marché obligataire en fait italien qui est vendu. Maintenant, est-ce que c'est inquiétant? Pour moi, non. Voilà, techniquement, tant qu'on reste dans ce range, il n'y a pas de quoi non plus s'inquiéter de façon majeure sur l'euro. Au contraire, finalement, je pense que cette hausse hein, du rendement, voilà, c'est cette réaction émotionnelle, hein, cette peur, cette crainte d'investisseurs, c'est peut-être une opportunité pour se positionner long justement sur les actifs européens à un meilleur prix que hier. Un meilleur prix que hier. D'ailleurs, on va regarder la volatilité sur l'euro index. Donc, CBOE. Alors, voilà. Volatilité sur l'euro. Vous voyez qu'il n'y a rien non plus comment dire, d'inquiétant sur cette volatilité. Elle est très très faible. Elle est très très faible. Donc voilà, on n'a pas non plus un sell-off, voyez, une vente massive sur les actifs européens. Donc voilà, on a eu une baisse de l'euro hier. On a une baisse de l'euro, il est à 1,1624, vous voyez ce matin. Donc la réaction s'est surtout fait hier soir. Voilà, à partir de depuis hier matin, et ça a continué surtout, vous voyez, en début d'après-midi. Donc là, on creuse les pertes, on a cassé techniquement cette oblique, donc c'est un signal baissier. On va probablement venir rechercher les 1,1550. Maintenant, voilà, je n'anticipe pas un repli plus bas. Honnêtement, je pense qu'on retourne sur un niveau de prix assez intéressant pour passer à l'achat. Alors peut-être pas 1,16, peut-être pas ce niveau actuel, on peut aller chercher encore plus bas et pour le moment, on n'a pas de signaux à court terme de rebond. Donc tant que voilà, on a une baisse, eh bien la tendance elle est baissière sur du court terme parce que si on reste sur du journalier, on reste au-dessus du nuage d'Ishimoku, on reste au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Donc voilà, il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter. Il y a un repli à court terme, ce qui est normal parce que voilà, le marché n'attendait probablement pas ce déficit. Maintenant, ça ne remet pour le moment, ça ne remet pas en cause la tendance de l'euro, qui est pour moi encore haussière. Et je reviens à mon discours que j'avais il y a une semaine ou deux sur notre dollar index. Encore une fois, tant que ce dollar index reste dans ce canal baissier, moi personnellement, je garde une perspective baissière sur le dollar sur du moyen terme.
Et donc l'euro-dollar, le GBP-USD, le CAD, le yen qui semblerait avoir du mal, mais voilà, ces quatre devises pour moi sont intéressantes à acheter face au dollar tant qu'on est dans ce canal baissier. Mais donc voilà, je vais pas dire que l'euro-dollar ça se short jusqu'à 1,13, loin de là. Par contre, un retour, vous voyez, à court terme, vers le pivot à 1,1550 me semble plausible. Maintenant, il faut être conscient que selon le chiffre de l'IPC qui sera publié tout à l'heure, on va avoir une nouvelle impulsion, qu'elle soit haussière ou baissière. Où pouvait-on voir sur le site italien, alors sur les différents médias, hein, donc pour vous, hein, vous n'avez pas Bloomberg ou Reuters, donc vous n'avez pas l'actualité en temps réel, enfin concrètement tout ce que vous lisez dans les journaux, qu'elle soit sur investir, sur Daily FX, sur les échos, peu importe, tout vient, euh, voilà, probablement quasiment tout vient de Bloomberg ou de Reuters ou de l'AFP. Ou de l'AFP, mais l'AFP, c'est pas un terminal, c'est également avec un article, donc ça vient après Bloomberg et Reuters. Les informations sont plus vite relayées sur Bloomberg et Reuters. Toutes les informations, hein, que ce soit des typhons, voilà, peu importe, hein, que ça aille au typhon jusqu'à Elon Musk, jusqu'à la SEC, jusqu'au Bitcoin, tout est relayé sur Bloomberg et Reuters. Donc, euh, donc voilà. Donc la réunion a eu lieu hier à 8h heure française. Elle a commencé cette réunion des ministres et on a eu des premières annonces à 8h14, quelque chose comme cela, heure française. Donc voilà, à court terme, on voit que les actifs européens sont vendus et aussi longtemps que ce spread, on retourne à la base, hein, vraiment à ce qu'on présentait ces dernières semaines, c'est-à-dire tant que ce spread est orienté à la hausse, l'euro va être sous pression. Alors c'est pas pour autant qu'il faut forcément shorter l'euro jusqu'à un 13, hein. C'est pas parce qu'on a ce déficit italien que c'est la fin de la monnaie unique, hein. Pas du tout même. Euh, D'ailleurs, ce budget italien doit être validé, hein, par le Parlement italien en octobre. Il me semble que ça va être le 16 octobre, quelque chose comme cela. Alors j'ai pas la date en tête, mais voilà, ça va être courant octobre ce budget italien. Là, c'est la prévision. Ça doit revenir à Bruxelles, donc c'est pas encore totalement fini, hein. Bruxelles peut très bien s'opposer. Il y aura une réaction. Peut-être que la réaction va être encore plus négative pour le marché italien. Voilà, si le gouvernement italien force la décision de Bruxelles, eh bien, voilà, on pourrait avoir encore une tension sur le marché obligataire qui va s'accentuer. Donc, on retourne à l'analyse technique. L'analyse fondamentale, ça donne un contexte. L'analyse technique, c'est le trading. Donc, l'analyse technique, qu'est-ce que nous dit ce spread? Il est en hausse et donc l'euro est sous pression. Voilà. Donc, c'est pas le moment d'acheter l'euro. C'est dès qu'on aura ce spread qui commencera à s'inverser qu'on va avoir un euro assez intéressant d'un point de vue technique pour payer. Donc, pour le moment, l'euro, soit vous décidez de shorter, mais je pense pas qu'on peut viser les 1,13, 1,1550, pourquoi pas, tant que ce spread, vous voyez, ce contract est en hausse. Pourquoi pas viser les 1,1550. Maintenant, si demain on a voilà un repli de ce spread, si on a une baisse, alors il suffit pas que d'un chandelier rouge, hein, il suffit d'un signal baissier. Donc si on a un signal baissier sur ce spread, ça sera une indication comme quoi l'euro a probablement fait son point bas face au dollar. Voilà, donc rappelez-vous, gardez en tête, hein, ce fameux Brexit, cette fameuse élection de Trump, euh, où voilà, la bulle, enfin la bulle, les marchés financiers pensaient que ça allait provoquer un crack, et pourtant, on l'a vu hier ou avant-hier, je ne me souviens plus exactement, il y a eu des bull market sur les marchés actions. Donc voilà, c'est pas non plus la peine de s'affoler sur les marchés italiens, loin de là. D'accord. Euh, donc, euh, donc voilà, pour le moment, on laisse le marché, les investisseurs digérer cette annonce. Le spread augmente, l'euro est en baisse, le marché obligataire italien est en baisse, les actifs, les indices européens sont en baisse, vous voyez. C'est normal, hein. C'est normal, le marché digère cette annonce, mais vous voyez que la réaction n'est pas non plus, vous voyez, on n'a pas eu un gap non plus. Euh, alors, on va mettre sur le CAC, on n'a pas non plus eu un gap surprenant, mais on n'a rien d'inquiétant. D'ailleurs, on va commencer par les indices, comme ça au moins c'est fait.
ça va plaire à certains. Vous voyez, le CAC a confirmé son breakout. On a eu, oui, un gap baissier ce matin. Maintenant, est-ce qu'on a quelque chose qui est inquiétant? Techniquement, non. Non, là, justement, honnêtement, c'est une opportunité. Là, on a eu un breakout. On pouvait attendre un deuxième chandelier pour la confirmation, sauf que la clôture hier a été relativement haute. Là, on revient sur un niveau de prix intéressant. D'un point de vue ratio score rendement, donc la stratégie vendeuse du début de semaine, bon, eh bien, elle a été du coup mauvaise. Bon, personnellement, moi, je me fie avant tout à l'analyse technique, donc je ne regrette pas ce scénario. Maintenant, voilà, on a le breakout, donc c'est stratégie acheteuse et on vient chercher les sommets. Alors déjà, le haut de ce canal, vous voyez, haussier dans lequel le CAC évolue très légèrement depuis 2017. Voilà, donc on vient chercher dans l'idée les 5600 et quelques. Je rappelle qu'on est dans un mois, octobre, hein, fin septembre, début octobre, c'est le point bas d'un point de vue statistique, d'un point de vue saisonnalité des marchés actions. Alors je sais que je devais vous envoyer mon étude de saisonnalité que je suis en train que je vais vous faire voir tout de suite. Il faut que je le fasse. Maintenant, il faut tout que je mette en ordre, etc. Donc indice, je vous fais voir mon étude. Voilà, donc mon étude que j'ai réalisée sur Excel. Donc alors il y a eu un problème là. Alors je sais pas ce qui s'est passé sur ma feuille. CAC 40. Bon, il a dû se passer quelque chose. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur un site qui s'appelle Equity Clock, que je vous ai déjà envoyé. Equity Clock, c'est un site de saisonnalité de tous les actifs presque, ce qui permet d'avoir une certaine idée du comportement des investisseurs selon le mois. Voilà, simplement Equity Clock, c'est étude saisonnalité sur 20 ans, alors que moi je l'avais fait sur plus de 40 ans. Voilà, donc c'était peut-être un petit peu plus précis, mais bon, dans l'idée c'est la même chose, hein. Concrètement, j'avais les mêmes résultats. Donc Equity Clock, nous allons sur Benchmark et on peut se mettre sur le CAC 40 par exemple. CAC. Voilà. CAC 40, c'est la même chose pour concrètement tous les indices, sauf le Nasdaq qui est d'un point de vue saisonnalité tout le temps haussier. Voilà. Mais concrètement, si vous regardez le S&P, le DAX, peu importe, c'est globalement la même courbe. C'est-à-dire qu'on a le point bas qui est fait fin septembre, début octobre, et ensuite le bull market. Les 3 meilleurs mois pour investir dans les marchés, je dis bien pour investir, c'est octobre, novembre et janvier. Octobre, novembre, janvier sont en général les meilleurs mois. Voilà, donc d'un point de vue statistique, là on est on rentre dans une période d'appétit pour risque très importante. Donc voilà. Voilà, donc le CAC 40, comment dire, scénario bullish jusqu'au plus haut. Voilà, on va y aller petit à petit, mais dans l'idée, on peut aller chercher les plus hauts, je pense. On peut aller chercher les plus hauts vers les 5650. Alors le spread, c'est un écart. Le spread, c'est un écart. Donc quand on dit spread BTP Bund, c'est l'écart entre les rendements italiens et les rendements allemands. Rendement de l'obligation italienne et les rendements de l'obligation allemande. Bonjour, 17,2 €, résistance en 4 heures SVP et pour éventuellement viser un C5. Alors, je vais venir juste après. Je fais sur les indices CAC 40, donc c'est techniquement haussier. Le DAX, bon, on est toujours sur cette oblique, le DAX, qui sous-performe en raison de son exposition plus importante s'il y a une escalade du conflit, des tensions commerciales entre Bruxelles et Washington. Le DAX sera l'indice qui sera le plus sous pression. Voilà. Donc le DAX reste en toute cette oblique, mais bon, il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter. Il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter. L'Eurostock 50. L'Eurostock 50, un beau chandelier haussier. On a le breakout du récent sommet, vous voyez, de vendredi de la semaine dernière. Donc hier, breakout.
Donc c'est un signal haussier, hein. Direction, vous voyez cette oblique baissière, moi que je surveille. Donc vers les voilà, hein, légèrement en dessous des 3500 points. Le MIB, hein, le MIB forcément qui décroche, parce que le MIB, voilà, Italie, forcément. Sous pression, donc le MIB, là, on va pas chercher à acheter le pullback, hein. Le MIB, hein, faut bien qu'on différencie les actifs italiens des Européens à court terme. Le marché italien va très probablement sous-performer l'Europe pendant quelques temps. Ça peut être quelques séances, ça peut être quelques semaines, ça va beaucoup dépendre de la réaction de Bruxelles, comment le gouvernement réagira à la réaction de Bruxelles, ce que dira le Parlement italien de ce budget du gouvernement. Voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Le mois d'octobre risque d'être assez volatile pour les actifs italiens. Donc, soit il va rebondir ce budget italien, ça m'étonnerait parce que si on a des conflits, si on a par exemple Bruxelles qui rejette cette proposition et que le Parlement rejette cette proposition, ça va un petit peu donner des mauvaises perspectives pour l'Italie, enfin sur l'Italie. Donc voilà, dans tous les cas, à mon avis, le risque est plutôt baissier pour les marchés italiens lors des prochaines semaines. Donc c'est pour ça qu'on va pas aller chercher à acheter le repli à court terme. Donc le MIB, on le laisse faire, tout simplement. Ouais, donc CAC 40 haussier, hein, en intraday, on vient chercher des pivots. Donc hop, alors 1 heure, on va enlever ces bandes. Voilà, je vais faire un petit peu de tri, je suis un petit peu filtré. Voilà, nous sommes sur du 1 heure. Donc la résistance, c'est clairement les 5540 à court terme. Le support, donc pivot journalier, voilà, on est en dessous du pivot. Le S1, le S2 c'est un important niveau de support, 5461. Ça m'étonnerait qu'on aille chercher ce niveau de prix. Vous voyez déjà le S1, 5500, c'est psychologique, donc niveau de support. 5500, ça se paye, hein. 5500, ça se paye. Ça se paye en direction des 5140. Donc même je vais ajuster, voilà, je vais ajuster cette flèche. On va mettre, voilà, achat 5500 parce qu'on ira chercher ce niveau de prix, hein, très probablement. Stop sous le récent plus bas, vous voyez, sous le plus bas de la veille, donc vers les 5480. Donc quelque chose comme cela, hein. C'est indicatif, hein. Voilà, maintenant on peut toujours ajuster avec un ATR, on peut même mettre le stop même en dessous, vous voyez, de ce support, 5450 à peu près, pour un objectif de plus de 200 pips, 200 points, pardon. C'est pas un sauce rendement de 2. Philippe qui me dit, est-ce que l'analyse technique pour vous a ses limites puisque les prix peuvent changer en une nanoseconde et n'offrent juste qu'un avantage probabilistique et par déterminant. Sinon, pour la culture financière, quel livre, film ou vidéo recommandez-vous? Alors, l'analyse technique pour moi a ses limites. Toute analyse a ses limites. L'analyse technique ou toute autre analyse, de toute façon, c'est pour mettre les chances de son côté. C'est pour voir quel est, voilà, quel sens, quelle direction a le plus de, enfin, le marché a le plus de chances de prendre. Est-ce que c'est un mouvement haussier ou un mouvement baissier? Et ça, on vient chercher des arguments, que ce soit de par l'analyse fondamentale, technique ou peu importe. Moi, ce que j'aime bien retenir, c'est que on trade avant tout le prix, d'accord? Donc, le PIB, c'est bien, la banque centrale, c'est bien, voilà, c'est assez sympathique, la politique également. Maintenant, voilà, c'est pas les décisions politiques que nous tradons. C'est avant tout l'analyse technique. Enfin, c'est avant tout le prix. Et l'analyse du prix, c'est l'analyse technique. Pour placer un stop, pour placer une limite, les supports, les résistances, etc., c'est l'analyse technique. Donc pour moi, ouais, l'analyse technique est indispensable, alors que l'analyse fondamentale ne l'est pas forcément. D'accord? Pourquoi? Eh bien, si vous regardez, il y a bien des robots de trading qui tradent selon l'analyse technique et non pas l'analyse fondamentale. D'accord? Ça n'existe pas, enfin, à mon avis, ça doit exister chez les institutionnels, des robots qui achètent selon voilà, un PIB qui est publié, mais concrètement, les robots trading trade selon des indicateurs. Et les robots trading ne prennent pas en compte le PIB ou alors probablement chez les institutionnels, je parle bien, mais voilà, vous avez compris, je pense l'idée c'est que les stratégies trading, je parle bien de stratégie trading, non pas d'analyse, les stratégies trading sont basées sur le prix. L'analyse peut être sur l'analyse fondamentale, macroéconomique, voilà, peu importe.
mais les stratégies trading sont basées sur des prix et des indicateurs techniques. C'est pour ça que moi, personnellement, l'analyse technique, si je devais la prioriser, si je devais garder qu'un seul type d'analyse, c'est l'analyse technique. Parce que c'est la plus concrète finalement. Je pars bien pour le trading. Pour l'investissement, ça peut être différent, c'est discutable pour l'investissement. Mais pour le trading, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour moi, l'analyse technique, c'est l'analyse la plus importante. Peu importe ce qui se passe sur le plan politique, géopolitique, etc. Si on ne devait en garder qu'une seule, ça serait l'analyse technique. Voilà. Après, c'est mon opinion. D'autant plus qu'analyse technique inclut, représente la psychologie de l'investisseur, qui peut être due de la macroéconomie, de la politique, voilà, de plein de facteurs différents. Alors que l'analyse fondamentale n'est pas le prix. Le prix ne représente pas les fondamentaux. Enfin, pardon, je me suis mal exprimé. Le prix ne représente pas forcément la macroéconomie. Si vous regardez le dollar l'année dernière, j'aime bien reprendre cet exemple, je sais que je le sors souvent, mais DXY l'année dernière qui perd à peu près 10% alors qu'on a eu 3 hausses des taux de la Fed. Vous voyez. Donc ceux qui ont acheté le dollar parce que en début d'année on avait des prévisions de hausse des taux de la Fed, eh bien ont été largement perdants l'année dernière sur le dollar. Voilà. Selon vous, un robot trading est-il une bonne option pour aider en particulier? Oui. Oui, je pense. Bon, c'est une réponse un peu courte. Ça, c'est un sujet éducatif. Donc voilà, je vais faire l'analyse. Je reprends l'analyse de point de marché, mais la réponse c'est oui. Oui, si je devais répondre par oui ou par non, je dirais oui. Maintenant, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Ça mérite une justification. Je pense pas qu'on peut raccourcir cette réponse par un oui ou par un non. Alors, je reviens à l'analyse technique, excusez-moi. Donc, on m'a demandé l'euro-dollar, on m'a demandé le GBP-USD à court terme en 4 heures. Donc, GBP-USD, vous voyez, pareil, hein, le GBP qui est en baisse, qui est sous pression à cause également de l'Italie. Vous voyez qu'on retrouve le même chandelier. Alors, pas parce que l'Italie impacte le Royaume-Uni, enfin, le pound, mais parce que l'Italie fait pression sur l'euro. Vous savez que l'euro, c'est la devise la plus dominante dans le DXY. L'euro, c'est 57% de DXY. Donc, s'il y a une baisse de l'euro, on a une hausse du DXY. Et qui dit hausse du DXY dit baisse des autres paires majeures. Donc, si on regarde tous les autres paires majeures, eh bien c'est le dollar qui surperforme depuis hier soir. Donc voilà, pound qui est également sous pression. Alors on va avoir une baisse du pound aussi longtemps que l'euro sera sous pression à cause de l'Italie. Maintenant, d'une amplitude relative plus faible. C'est-à-dire que si l'euro baisse d'imaginons 1% face au dollar, à cause de l'Italie, GBP-USD baissera, mais probablement pas de 1%. Beaucoup moins. À part si on a un titre concernant le Brexit. Hein. Mais voilà, si on prend uniquement par rapport à l'Italie, le GBP surperformera l'euro, mais sous-performera le dollar. Voilà, donc GBP, si on suit encore une fois l'analyse technique, on a une oblique ici. Et voilà, un retour à 1,30, pour moi, ça se paye. Alors, pas parce que le prix est à 1,30, il faut payer, d'accord, c'est pas ça. Mais si on a un retour pardon, du prix à 1,30, on regarde sur du 4 heures, voire sur du horaire, si on n'a pas des signaux haussiers. Une divergence, un croisement stochastique, un avalement haussier, vous voyez, ces genres de configurations sont assez intéressantes quand on est sur un support. Mais c'est pas parce qu'on arrive sur un 30 qu'il faut automatiquement payer le GBP-USD. Voilà, donc GBP baissier, enfin sous pression, je dirais, aussi longtemps que l'euro-dollar le sera. On revient ici rapidement. Regardez, l'AUD, SHF, le CAD qui surperforme le dollar et à l'inverse l'euro, le yen, le NZD qui sous-performe. L'USD-yen qui passe au-dessus de 113, donc là, bon, je pense que ça y est, hein, l'USD-yen, vous voyez, on a un beau breakout. On a un beau breakout. Donc là, c'est signal aussi en direction des 114,37. Hein. 114,37. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Malgré le fait que le stochastique, vous voyez, il est très très élevé. Là, concrètement, le prix nous indique un momentum qui est clairement bullish. L'USD-CAD, on revient à 1,30. Vous voyez que l'USD, par contre, le dollar US ne surperforme pas le dollar canadien, malgré ce budget italien qui a soutenu le dollar US, enfin qui a fait pression sur l'euro et donc a fait mécaniquement remonter le dollar US. Vous voyez que le CAD, eh bien, ça ne s'est pas reflété sur l'USD-CAD. Est-ce qu'on a une opportunité de baisse sur l'USD-CAD? Pour le moment, non. À part si on clôture avec un chandelier baissier, dans ce cas-là, oui, on pourra mettre un stop au-dessus du récent sommet et shorter jusqu'à 1,28,87.
Mais là, pour le moment, on laisse ce chandelier se faire et voilà, nous attendons patiemment. L'euro UD, 1,6068. Si on a un retour à ce niveau de prix, faudra surveiller les signaux d'achat, tout comme l'euro NZD, 38%, vous voyez, de retracement. Si on revient à 1,7558, faudra surveiller les signaux d'achat. Pareil pour la UD-USD. La UD-USD, bon, on a eu un avalement baissier hier, encore une fois, généré par ce budget italien. Également les très bons chiffres macroéconomiques US, je les ai pas précisés, enfin je les ai précisés au début du webinaire, mais pas autant que le budget italien, mais on a également cette macro américaine hier qui a été plutôt bonne, hein, donc ça a soutenu la hausse du dollar. L'AUD, vous voyez, là on a un signal baissier, et si on met la moyenne mobile à 20 jours, c'est que moi pour ce qui est de NZD-USD et l'AUD-USD, les croisements à la baisse de la moyenne mobile à 20 jours me semblent assez intéressantes. Donc moyenne mobile, 20 jours, on est dans une tendance baissière, illustrée par le nuage Ishimoku et par la moyenne mobile à 200 séances. Là, on est sur la moyenne mobile, donc pas de signal de vente. Enfin, pas de signal que voilà, je surveille depuis maintenant pas mal de temps. Donc c'est le croisement à la baisse, je vous rappelle, du prix et de sa moyenne mobile à 20 jours. Donc si on a une clôture sous cette moyenne mobile, signal baissier, direction le plus bas de l'année. Pour l'NZD, USD, c'est pareil. Vous voyez, moyenne mobile à 20 jours comme support actuellement. Si on a une clôture en dessous, signal baissier, direction les 0,65. Voilà, et donc l'euro dollar, j'y reviens en 4 heures. Alors, on m'a demandé pour l'euro dollar en 4 heures. 1,1712 euro de résistance en 4 heures pour éventuellement viser 1,16,5. Oui, 1,17. Alors, ça m'étonnerait qu'on aille chercher 1,17,2. Hein. Vous voyez que l'euro est en baisse. Vous voyez, est en baisse depuis hier. En 4 heures, vous voyez, on passe en dessous de cette oblique qui vient chercher tous les creux depuis le début de la hausse. Vous voyez, on a la hausse ici. Breakout. Donc, dès qu'on a ce genre de breakout, on vient mettre des retraitements de Fibonacci et on cherche 38 puis 50%. Si on a le breakout des 38%, on ira chercher 50. Je pense qu'on peut aller chercher 50. Encore une fois, tant que ce spread Italie, vous voyez, qui continue à être assez fort, hein, vous voyez, le prix clôture est au plus haut du jour. Hein. Enfin, le prix actuel est au plus haut du jour. Donc, on a un spread qui continue, un marché obligataire qui continue à se tendre. Et tant que ce spread est haussier, l'euro sera sous pression. Voilà. Donc, c'est possible, oui, de viser 1,1558. Le Bund, regardez, le Bund qui rebondit en 4 heures, c'est-à-dire qu'il est acheté, hein, ce marché obligataire pardon, allemand. Alors je vais juste enlever le pivot journalier, hors hebdo et journalier, on garde que le mensuel, voilà. Voilà, donc le Bund qui est acheté à court terme depuis hier soir, forcément si le rendement baisse, le coupon augmente. Donc moi, bon, le Bund, hein, je suis baissier sur du long terme. Pourquoi? Parce qu'on a du tapering de la part de la BCE et on a, d'un point de vue mondial, une baisse de la liquidité. Et puisque le marché obligataire, c'est peut-être le marché qui a le plus profité des politiques monétaires accommodantes, et c'est même celui qui a profité le plus des politiques monétaires accommodantes, c'est du coup celui qui présente un risque le plus baissier avec le durcissement des politiques monétaires des banques centrales. Donc voilà, le Bund là à court terme, c'est pas le moment de le shorter, mais tout retour à cette oblique, personnellement, me semble être une opportunité de vente pour du moyen et long terme. Voilà, parce que ouais, le Bund, hein, trader le Bund, c'est trader la politique monétaire de la BCE. Si on a du tapering de la part de la BCE, on a un Bund qui baisse. Si on a une politique monétaire ultra accommodante de la BCE, enfin qui devient de plus en plus accommodante, vous voyez, c'est toujours dans la tendance, hein. Tendance, c'est pas dans les faits, mais c'est dans les prévisions, voilà, c'est dans la tendance. Le Bund, quand on a eu Mario Draghi qui est venu à la tête de la BCE et qui a exercé, pardon, enfin qui a inondé le marché, tout comme la Fed, hein, attention, je dis pas que la BCE a mal fait, mais voilà. Mario Draghi qui a inondé le marché, qui a décidé d'inonder le marché obligataire de liquidité. Du coup, on a eu le Bund qui a énormément progressé. Mais depuis qu'on a le tapering, on a ce prix qui baisse. Forcément, on a un marché obligataire qui perd en liquidité. Donc ce Bund va se retrouver de plus en plus sous pression. Le Bund, tout comme tous les autres obligations européennes. Hein. Si on regarde l'OAT, ça va être pareil. Hein. L'OAT, donc c'est l'obligation française. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nom de l'obligation française. En Allemagne, c'est le Bund. En France, c'est l'OAT.
L'OAT, pareil, sous pression depuis 2016. Bon, par contre, d'un point de vue technique, vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué. Pareil, on regarde le T-Bond. T-Bond, alors, le 10 ans, 10 ans américain, il est en baisse, vous voyez, parce qu'on a la Fed qui, pareil, depuis quelques temps, enfin depuis maintenant pas mal de temps, procède à du tapering et même à des hausses des taux, hein, maintenant. Donc voilà, on a ce marché obligataire qui va baisser, hein, pour le 10 ans, pour le 10 ans, comment dire, pour le marché obligataire de toute façon, marché obligataire américain sur tous les coupons, de toute façon que ce soit en Europe ou en Amérique, hein, ce short, hein. Ce short, si on estime que la politique monétaire des banques centrales vont continuer à se durcir. La BCE n'a pas encore relevé ses taux, mais je vous rappelle, elle est passée d'un QE de, il me semble, 80 milliards de dollars, d'euros par mois à dorénavant, il me semble 15. Alors 80 ou 60, il me semble, le maximum. Voilà, mais bon, on a un QE qui a nettement diminué et il devrait prendre fin en décembre. Et ensuite, on a déjà une hausse des taux qui est intégrée dans les prix pour septembre 2019. La probabilité fournie par Reuters, voilà, le marché anticipe une hausse des taux de la BCE en septembre 2019. Donc vous voyez, le marché est clairement dans une phase où la BCE durcit sa politique monétaire. On a un QE qui baisse petit à petit, passé de 60 à 30 à 15, et en fin d'année, normalement, on devrait ne plus avoir de QE. Et ensuite, une hausse des taux courant 2019. Donc ça, c'est réduction de la liquidité, Bund qui se vend, sur du long terme. Donc tout ça pour dire qu'un retour à cette oblique, comme j'ai pu le tweeter à de nombreuses reprises, hein, cet été, eh bien, me semble être une opportunité de long terme pour shorter le Bund et viser des plus bas. Plus bas, 155 euros, voire même, vous voyez, on peut aller chercher vraiment très très bas, hein. On peut aller chercher à terme les 150. Ouais, je serais pas surpris si l'été prochain, nous sommes à 150. Pour ce qui est des commodities, pardon, l'or qui est sous pression à cause de la hausse du dollar. Alors, pardon, j'ai pas fait un tour sur le DXY, donc je vais le faire maintenant. Ensuite, on passera sur l'or. Donc DXY, regardez, réintégration de cette configuration de chartiste. Bon, mais écoutez, je pense que voilà, le dollar a pris sa revanche. Pas parce que voilà la situation aux États-Unis s'est améliorée. C'est pas à cause de la Fed, parce que vous voyez la Fed mercredi, il n'y a eu aucun impact. C'est surtout à cause de ce budget italien. Donc soit on estime que ce budget italien va rapidement retracer, enfin l'impact qu'a eu ce budget italien va rapidement être corrigé. Donc c'est-à-dire une reprise de la baisse du dollar, reprise de la hausse de l'euro. Ce que je pense est possible la semaine prochaine. Maintenant, encore une fois, d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on a? On a un prix qui réintègre et qui repasse au-dessus de cette ligne de coût, qui était un support. Maintenant, là où les vendeurs pourraient se manifester à nouveau, c'est le nuage Ishimoku. Nuage Ishimoku qui coïncide avec cette moyenne mobile à 50 jours en grille. Alors, je vais la mettre en rouge pour bien la faire voir. Mais vous voyez, là, on est span B. Hein, donc, c'est la ligne la plus forte, hein, des Ishimoku, dans le nuage, pardon. Et on est à la moyenne mobile à 50. Donc, les vendeurs pourraient se manifester ici. Là, on a une nouvelle résistance du DXY. Donc voilà, ne vendons pas non plus, enfin, ne nous précipitons pas trop vite sur le DXY. Personnellement, si demain on a ce soir, voilà, si on a une séance qui clôture au-dessus de cette moyenne mobile et de ce nuage, honnêtement, j'aurais plus de raison de shorter le dollar. Probablement, je serai haussier jusqu'au plus haut de l'année, jusqu'à 97 points. Vous voyez ici. Mais tant qu'on reste en dessous, je pense qu'il y a encore une chance de baisse du dollar. Donc je ne conclurai pas trop vite cette hausse. Cette hausse qui, je rappelle, a été alimentée par le budget italien. Voilà, donc ne pas se précipiter sur le dollar. C'est un petit peu le conseil que je pourrais vous donner sur le dollar et sur les paires majeures. Parce que forcément, si le DXY baisse, l'euro, c'est-à-dire qu'il a augmenté. Donc voilà. Donc forcément, hein, si on a un dollar, bon, il est haussier, bien on a un gold qui est bearish, d'accord. Mais si on a
des perspectives qui sont toujours baissières sur le dollar, puisque le DXY est sous la moyenne mobile à 50 jours et sous son nuage Ishimoku, et même il taponne là, enfin il flirte avec ces deux indicateurs, eh bien la baisse du gold semble assez limitée, à part si le DXY fait le breakout de ces deux indicateurs, de ces deux résistances. En fait, le breakout des 95. Vous voyez, en plus, c'est un swap psychologique, pardon. J'avais pas vu, mais vous voyez, 95. Là, on est également en train de tester 95 points. Donc, ça va être très important. 95, c'est le pivot à court terme. Au-dessus, c'est bullish jusqu'à 97. En dessous, c'est bearish pour venir compléter cet objectif de l'épaule tête épaule. Voilà, donc c'est qui tout double. Là, on est sur un seuil, c'est qui tout double. Et pour notre dollar index, qu'est-ce qu'il dit, ce dollar index? Eh bien, il rebondit sur le support, il est toujours au-dessus de son Ishimoku. Vous voyez qu'on a une clôture, mais très légère, le 20 septembre. Dans le fond, je rappelle, on est toujours dans un canal baissier. Donc, tant qu'on est dans ce canal baissier, moi, personnellement, sur du moyen et long terme, je reste baissier. Et tout retour, encore une fois, je ne change pas ma stratégie que j'indique depuis le début de l'été. Tout retour en haut de cette oblique me donne une perspective baissière, me donne un point d'entrée finalement baissier pour le dollar. On me dit que, voilà, d'un point de vue timing, la hausse du dollar pourrait toucher à sa fin. Donc, si on a un retour, imaginons à cette oblique, je m'intéresserai aux positions acheteuses sur l'euro parce que vous savez que la baisse du dollar bénéficie dans un premier temps à l'euro. Donc, voilà. Donc, c'est simplement finalement une stratégie baissière du dollar qu'on n'a pas aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité, ou en tout cas pas aussi, rapidement qu'on l'aurait souhaité. On a finalement un rebond qui est provoqué par voilà, ce budget italien qui inquiète les investisseurs. Maintenant, est-ce que il faut voilà, payer le dollar jusqu'à des nouveaux sommets? Pour ma part, ce n'est pas le cas. Peut-être que ça pourrait changer, mais techniquement, ce n'est pas le cas. Tant qu'on reste sous cette oblique et que DXY reste sous 95, bon, on a un rebond, oui, ça c'est un peu embêtant pour les stratégies vendues dollar, mais je reste vendeur sur du moyen long terme. Voilà, et donc le gold, du coup, il est sous pression, mais pareil, ma perspective baissière, elle est assez limitée. Si je m'attends à ce que le dollar rebondisse puisqu'il arrive sous des résistances majeures, soit le DXY ou notre dollar index, eh bien le gold devrait, voilà, sa baisse devrait nettement ralentir, voire même pourrait rebondir. 1180 $, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, c'est ce niveau de support. Alors si vous voyez, c'est tac, voilà, c'est ce plus bas. Janvier 2017. Janvier 2017. Donc là, on est sur un niveau de support important. Pas parce qu'on est sur ce niveau de support qu'il faut acheter le gold. On attend un signal bullish. On attend un signal haussier. Pour un moment, vous voyez, on a une baisse. Donc c'est pas le moment d'acheter l'or. Tout comme ce n'est pas le moment d'acheter l'euro. Même si on arrive sur des supports importants. Ce qu'on attend, c'est des signaux haussiers. Donc là, moi, vous savez que j'aime bien l'unité de temps journalière, mais pour optimiser son point d'entrée, on va sur une unité de temps plus faible. Donc on va sur le 4 heures. Qu'est-ce que nous dit le 4 heures? 4 heures, vous voyez, stochastique en baisse. Tac, tac. Stochastique en baisse. RSI. RSI en baisse. Bien qu'il soit survendu, il est en baisse. Hein. C'est pas parce qu'il est survendu qu'il faut acheter. Hein. Donc en baisse, en baisse. Pas rien à faire pour un moment sur l'or. Tout comme l'euro. Je reviens sur l'euro, excusez-moi, je me répète, mais l'euro en 4 heures baisse, baisse. Donc c'est pas le moment d'acheter, bien qu'on arrive sur des niveaux de support importants. Voilà, donc tant que ces indicateurs sont en baisse et que le prix surtout est en baisse, pas de stratégie acheteuse ni sur l'euro, ni sur le dollar, donc ni sur l'euro, pardon, ni sur le gold. Et le pétrole dans tout ça, nous dit Brice. Alors, mon cher Brice, le pétrole, eh bien écoutez, confirme hein, ces signaux haussiers. Confirme ces signaux haussiers, donc je vais enlever, on voyait déjà le RSI et stochastique en hausse. Hop, donc hier on n'a pas eu vraiment un chandelier très très important. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que on a eu une hausse du dollar qui a beaucoup affecté la hausse du Brent, hein, forcément. Donc voilà, mais par contre on a toujours un breakout qui est confirmé. Pourquoi? Bien parce qu'on a plusieurs chandeliers au-dessus de son ancien sommet à 80,44 $. Donc on a eu le breakout lundi, mardi clôture au-dessus de ce breakout, mercredi clôture au-dessus de ce breakout, hier on a un doji mais on est toujours au-dessus de ce breakout, donc voilà, c'est confirmation du signal.
Je n'exclus pas la possibilité d'un pullback à 80,44 $, mais c'est le fait que ces chandeliers ont continué de clôturer au-dessus de son ancien sommet confirme le breakout. Donc voilà, tout retour à 80,44 $ pourrait être une opportunité pour s'intéresser aux positions acheteuses. Voilà. Et même là, hein, finalement, ça peut s'acheter pour viser à moyen terme les 86,46. À court terme, il suffit de mettre des niveaux, des points pivots, hein. C'est assez intéressant les points pivots pour avoir des objectifs intermédiaires. Donc soit pivot mensuel, soit pivot hebdomadaire, voilà. Pivot hebdomadaire, R3, vous savez que le R3, que ce soit journalier, hebdomadaire ou mensuel, eh bien c'est des seuils qui, lors du premier test, font office de barrage. En termes de probabilité, ils font souvent office de barrage. Parfois, il y a des cassures de ces R3, que ce soit, je rappelle, journalier, hebdomadaire ou mensuel, mais souvent, il faudrait que je fasse une étude statistique là-dessus, souvent lorsqu'il y a un test du R3, on a un repli si c'est le R3, et si c'est le S3, on a un rebond. Voilà, ça c'est mon observation. Maintenant, il faudrait que je mette un chiffre là-dessus. Donc, quand j'aurai le temps, j'essaierai de faire une étude statistique. Mais voilà, on voit que R3 peut être un objectif de court terme. Et vous voyez que à l'inverse, alors là c'est pas très lisible comme cela, on se met en 1 heure. Voilà, R2, R1, ancien plus haut. Vous voyez cette zone ici, c'est une zone de confluence d'anciennes résistances qui deviennent donc des supports. Et donc ça peut se payer, hein. C'est 80,50 à peu près. 80,50, on va entre précisément 80,88 et 80,44. Cette zone se paye jusqu'au R3. Ça, c'est du court terme. Pour le brut, on vient chercher les plus hauts annuels. Puisque le Brent allait chercher ses plus hauts annuels, le brut ira très probablement les chercher également. Donc on va chercher concrètement les 74 $ sur le WTI. Moins 500 points pour le MIB. MIB, moins 82%. Donc oui, le MIB décroche. Hein, voilà, le MIB décroche. Gap haussier. Voilà, là, le MIB, hein, on peut très bien s'attendre à un retour au plus bas de l'année. Hein. Vous voyez, vers les 20 300 points, concrètement. Je dis pas qu'il y a une stratégie short, parce que c'est extrêmement compliqué de shorter dans ces moments de volatilité où c'est simplement dicté par de la politique. Vous voyez, tout peut changer du jour au lendemain. Donc je dirais pas qu'il y a une opportunité de vente. Je ne shorterai pas le MIB, mais on peut très bien s'attendre à un retour à 20 300. Le CAC qui tient, vous voyez, 20 000, les 5500, ça tient. C'est le support à ne pas dépasser en swing. Si on revient en dessous des 5500, c'est un signal baissier. Et si en plus de cela, le DAX repasse en dessous des 12 300 points, c'est un signal baissier également. Et si on a ces deux ensemble, ça confirme les retours à la baisse des indices européens. Donc 12 300, support à ne pas dépasser pour le DAX, 5500, support à ne pas dépasser pour le CAC 40. Au-dessus, on peut toujours s'attendre à jouer le breakout de ce canal, hein, je vous rappelle, baissier sur le CAC 40. Bonjour 21 € sur MM200, 4 heures, rebond possible, mais encore une fois, tant que le dollar est aussi fort, je m'abstiendrai de payer l'euro. Et surtout, ce spread Italie-Allemagne, je me répète, hein, mais tant que ce spread Italie-Allemagne et vous voyez, est en hausse, il gagne encore du terrain. Hein. On était à 23 points de base au début du webinaire, on est à alors on est à plus 30 points de base. Donc on a toujours un marché italien qui se vend et on le voit avec le MIB. Le MIB est en baisse, le marché obligataire italien est en baisse et donc le rendement italien, je dis pas explose parce que ça serait peut-être un grand mot, mais il grimpe fortement alors que le Bund il est acheté et donc ce rendement baisse, ce qui creuse un écart important. 30 points de base entre le 10 ans italien et le 10 ans allemand, c'est quand même beaucoup. Vous voyez ici on avait une belle hausse. Alors je dis pas qu'on aura une hausse équivalente. Encore une fois, tant qu'on reste dans ces ranges, je dis que l'euro-dollar, les stratégies acheteuses sont encore cohérentes sur du swing trading. Si on passe au-dessus de ce range, l'euro-dollar s'enfoncera très probablement sous 1,15. Mais tant qu'on reste dans ce range, j'ai envie de dire, l'euro-dollar, la baisse est assez contenue. Mais donc, tout ça pour dire que la moyenne mobile à 200 périodes sur l'unité de temps 4 heures de l'euro-dollar, pour moi, ne se paye pas tant qu'on a ce spread qui augmente.
Tant que ce spread augmente, ça fera pression sur l'euro. Ah, ma question sur le Dow Jones. Alors, pardon, j'avais pas vu. Ah, apparemment, c'est la plus mauvaise semaine pour le Dow Jones depuis juin. Qu'en pensez-vous? Alors, oui, peut-être. Maintenant, il faut savoir que le Dow Jones, il surperforme les indices américains au mois de septembre, hein. Il surperforme même le Nasdaq. En tout cas, c'était le cas hier. C'était le cas hier. Donc, voilà. Pas non plus de quoi s'inquiéter. Dow Jones, finalement, c'est l'indice américain qui ressemble le plus aux indices européens depuis le début de la guerre commerciale. Enfin, sa réaction, je parle bien. Donc le Dow Jones, rien d'inquiétant, hein. Rien d'inquiétant. Vous voyez qu'il a inscrit des nouveaux records la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière. Bon, il n'a pas dépassé cette zone. Enfin, il n'a pas dépassé, pardon, il n'a pas inscrit des nouveaux records très longtemps. Vous voyez, c'était une séance, deux séances et ensuite repli. Donc là, on a une zone de vendeur. Zone de vendeur vers les 26 000 à peu près. 26 600, pardon. 26 600 points. Maintenant, voilà. S&P qui a rebondi hier. On l'a vu hein, au début du webinaire dans, vous savez, là où il y a toutes les statistiques. S&P qui a rebondi. Nasdaq qui a rebondi. Donc voilà, la baisse du Dow est assez, je pense, limitée, contenue, tant que les autres indices américains progressent. Voilà. Donc tout retour, vous voyez, à la moyenne mobile à 20 jours, encore 20 séances, pardon, encore une fois, me semble être un bon niveau de prix, enfin un niveau de prix à s'intéresser pour des stratégies acheteuses. Voilà, donc rien d'inquiétant sur le dos. Rien d'inquiétant sur le dos. On reste dans la tendance de fond qui est clairement haussière. Donc je pense avoir répondu à votre question. Euh, Qu'est-ce que j'en pense de la plus mauvaise semaine du dos depuis le mois de juin? Écoutez, pas grand chose puisque le dos surperforme les autres indices américains ce mois-ci. Donc voilà. Ça dépend, on le prend, vous savez, vous voyez, ça dépend, on prend la performance depuis quand. Euh, Futur, performance sur le mois, month to date, donc euh, le mois de septembre. Dow Jones, plus 1,76. Nasdaq 100, alors S&P 500, plus 0,53. Nasdaq 100, moins 0,14. Vous voyez, donc, est-ce que c'est inquiétant? La réponse est non, parce que le Dow Jones, il surperforme. Donc, voilà. Voilà. Je ne suis pas inquiet pour le Dow Jones. Voilà donc pour ce point de marché, j'espère que ça a été clair. En conclusion, donc, euro-dollar en baisse, GBP-USD en baisse. En fait, les paires majeures qui sont en baisse, la plupart face au dollar, à part le CAD qui m'a l'air de bien résister. Mais bon, il n'y a pas encore quelque chose à faire, je pense, sur l'USD CAD. Je dis bien pour le moment. Le DXY, c'est ce qu'il faut retenir, hein. Le DXY, faut garder un œil. Alors, il y a deux choses à garder un œil, c'est ce spread, Italie, Allemagne. Tant qu'il augmente, pas de stratégie acheteuse sur l'euro-dollar, enfin, pas de nouveaux points d'entrée. Ceux qui sont déjà à l'achat depuis les 1,15, je pense que ça peut se maintenir. Voilà, si on garde sur du swing trading moyen terme, jusqu'à, dans l'idée, comme vous le savez, mon objectif, c'est la moyenne mobile à 200 séances, c'est légèrement en dessous des 1,20. Donc voilà, si vous avez déjà payé les 1,1550, vous pouvez maintenir la position ou vous pouvez décider de clôturer votre position pour voilà, sauvegarder, enfin prendre les bénéfices et repasser à l'achat une fois que ce spread repartira à la baisse. Donc dès que ce spread repartira à la baisse, ça sera une indication haussière pour l'euro-dollar. Le DXY, tant qu'il est sous cette moyenne mobile à 50 jours et ce nuage, je reste encore baissier sur du moyen terme. Et également notre dollar index, tant qu'il reste sous cette oblique, je reste baissier sur du moyen terme. Donc si ce dollar index sort par le haut de ce canal baissier et que le DXY passe au-dessus cette moyenne mobile à 50 séances en rouge et son nuage Shimoku, dans ce cas-là, il faudra abandonner les stratégies vendeuses du dollar et l'acheter même face à l'euro. Mais pour le moment, tant qu'on a ce spread qui augmente, on n'achète pas l'euro, mais on ne le vend pas non plus puisque le dollar est sous résistance. Donc voilà, moi je reste neutre sur l'euro à court terme, mais à moyen terme, je garde ma perspective haussière. Tant que ce spread est contenu dans ce range
et tant que le DXY est sous résistance de long terme. Voilà donc pour ce point de marché. Merci pour votre attention. Merci pour cette attention. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi pour le prochain webinaire quotidien. Excellente journée à vous, excellent week-end et soyez prudents sur les marchés.